Bonjour chez vous, mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission DigiPresse qui reçoit ce matin Nico Faye Mbikaï des combattants.net. Nico, bonjour. Bonjour estimé, je vous laisse la première de présenter les amis avec lesquels nous allons débattre. Également sur ce plateau, nous sommes avec John Kabessa de Global News RDC. John, bonjour. Bonjour cher Obed, bonjour également à tous les confrères, co-débatteurs, bonjour à tous les téléspectateurs de DigiPresse. Et c'est le tout premier baptême de feu pour notre confrère J.R. Mokolo, qui est journaliste indépendant, mais également producteur du magazine École du Changement. J.R., bonjour et bienvenue dans cette émission. Bonjour Obed Kambale, je salue aussi Nico Faye Mbikaï, je salue Merci. John Cabeston et surtout je remercie Jean-Pin Djonji qui a recommandé ma candidature auprès d'Obed pour que je puisse subir ce baptême de feu. Merci beaucoup. Nous décryptons des thèmes ce matin. La trêve humanitaire décrétée au Nord Kivu sur demande des États-Unis d'Amérique vient d'être prolongée pour 15 jours supplémentaires. Et sur terrain, les notables de cette province plaident pour des interventions humanitaires réelles, car aucune aide humanitaire n'a été apportée aux milliers de déplacés dans le grand nord du Nord Kivu, alors à qui profite cette trêve humanitaire. Et pendant ce temps, le groupe d'experts des Nations Unies viennent d'accuser de nouveau l'Ouganda de soutenir également le M23 RDF. Et nous allons parler également de la crise au sein de l'UDPS. Est-ce le parti présidentiel est au bord de l'implosion, voulais-je dire. Le secrétaire général, le président intérimaire Augustin Kabila est désavoué par une majorité des secrétaires nationaux. Je commence par vous, JR, vous êtes journaliste indépendant. Le renouvellement de la trêve, c'est bon. Ne voyez-vous pas qu'il fallait d'abord évaluer la première étape? Oui, bon, j'ai été quand même étonné qu'on ait renouvelé une trêve qui n'a jamais été respectée parce que pendant cette trêve décrétée à l'initiative des États-Unis d'Amérique, on a noté quand même la poursuite de la guerre et il y a eu même des massacres des civils à Burimana et des enfants, on a vu dans les images des enfants dont le corps était pratiquement calciné, donc c'est vraiment malheureux. Bon, j'ai comme l'impression que les États-Unis, c'est un peu l'arbitre de cette compétition. C'est la grande puissance, vous savez. De cette compétition armée qui se joue entre l'armée rwandaise et l'armée congolaise soutenue par des groupes armés, dont le Wazalendo du côté de l'armée congolaise et les M23 du côté rwandais. Bon, si vraiment les États-Unis d'Amérique... Donc des groupes supplétifs pour les deux camps. Si les États-Unis d'Amérique sont suffisamment, en tout cas, assez influents pour faire observer une trêve, moi je me demande pourquoi est-ce qu'ils ne pourront pas, par exemple, jouer les bons offices pour approcher les deux parties, pour faire en sorte qu'il y ait quand même un accord de peu formel, pour qu'on puisse, comme ça, réduire la souffrance de la population, parce que l'objectif est de quoi? C'est de faire cesser la souffrance de la population. Et deuxièmement, si les États-Unis d'Amérique se rendent compte que les belligérants ne respectent pas cette trêve et n'obéissent pas, qu'est-ce qui empêcherait les États-Unis d'Amérique de faire comme une certaine époque l'Union européenne avec la France, avec l'opération Artemis? Les États-Unis d'Amérique ont suffisamment une armée puissante. Ils peuvent aussi déployer une force d'interposition pour imposer la paix à tout le monde, et là où la MONUSCO, en tout cas, n'a pas pu faire la différence. Ça, je pense que c'est ce qui manque aux États-Unis, parce que seulement verbalement, décréter une trêve, j'ai comme l'impression que les belligérants ne les écoutent pas, et surtout la partie rwandaise qui soutient le M23 et n'obtempère pas. Est-ce que c'est parce que le Rwanda sait très bien que les États-Unis seraient derrière lui et que les États-Unis joueraient peut-être à l'hypocrisie en décrétant cette trêve? Et quelle analyse faites-vous sur le terrain? Le Rwanda nie la présence de ses troupes sur le sol congolais, mais en ce qui concerne la trêve demandée par les États-Unis d'Amérique, c'est entre la RDC et le Rwanda. Oui, c'est assez bizarre, parce qu'officiellement sur le terrain, c'est le M23 qui est là.
Même c'est si là le que Rwanda- cache la même forêt. si- voilà, même si les Donc le Rwandais- masque vient de tomber. Même si le Rwanda nie sa présence, mais il y a beaucoup de rapports qui ont été publiés de la part des observateurs neutres des Nations Unies qui démontrent noir sur blanc que le Rwanda est sur terrain. Mais vous n'allez pas demander à un violeur d'accepter qu'il a violé, vous n'allez pas demander à un voleur d'accepter qu'il a volé. Donc c'est lui qui a commis un crime ou c'est lui qui est en faute. Même si on le prend à la main dans le sac, il va toujours nier les faits. Mais la réalité, la vérité est que le Rwanda est là. Et en plus, l'Ouganda aussi qui est épinglé par les Nations Unies. Oui. Mais curieusement, jusqu'à aujourd'hui, on se rend compte que nous, du côté congolais, nous ménageons l'Ouganda. Non, quand même, le porte-parole du gouvernement sur TV5, il dit la Kinshasa attend des explications claires de Kampala. Et j'ai suivi même ce matin le diplomate ougandais accrédité en République démocratique du Congo. Pour lui, les Nations Unies devraient d'abord remettre ces rapports au gouvernement ougandais avant de les publier parce que l'Ouganda devrait avoir le temps de se défendre. Non, mais on va demander des clarifications en Ouganda, là où on a même suivi le président de l'Assemblée nationale sur la tribune de la 49e session de l'Assemblée parlementaire francophone, a dit clairement, pointé clairement les doigts au Rwanda. Ça veut dire que... À Kampala. Ça veut dire que le côté congolais de Kampala, le côté congolais en tout cas, on ne parle pas le même langage. Mais cette fois-ci, le gouvernement vient de comprendre donc, comme quoi l'Ouganda est la chauve-souris. Parce qu'au niveau de Béni-Touri, il y a les opérations conjointes FRDC UPDF, mais au niveau de Bunagana, dans le Petit Nord, l'Ouganda soutient bel et bien les RDF M23. Donc le gouvernement de la République doit avoir le courage de dénoncer la duplicité, les doubles langages de l'Ouganda. Le porte-parole l'a fait. Le porte-parole ne l'a pas fait clairement, c'est plutôt le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, qui l'a fait ouvertement ici à Kinshasa, quand il était investi, et puis ensuite à Montréal. Donc on n'a pas à demander des éclaircissements, il y a des rapports concordants qui démontrent que l'Ouganda, en tout cas, joue double jeu, et on est avec lui dans la force conjointe pour combattre les EDF, et de l'autre côté aussi, il soutient l'M23. Peut-être c'est stratégique pour le gouvernement de ne pas ouvrir des fronts au moment, et contre le Rwanda et contre l'Ouganda. Bon, même pas ouvrir c'est de la diplomatie et de la stratégie également. Peut-être dénoncer cette alliance. Mais Moulaya l'a fait depuis Paris. Bon, on l'a fait verbalement, mais sur le terrain, on est toujours avec ces Ougandais-là, selon Vital Kamerhe, nous poignarderait dans les dos. Merci JR. Merci JR Mokolo. Je suis à vous, Mical de combattants.net. Pourquoi un cessez-le-feu ou une trêve dans une région qui est victime d'une agression? Merci beaucoup, parce que c'est la RDC qui est victime. Merci beaucoup, estimé. Avant toute chose, je ne saurais m'en passer de rappel national. Que mon peuple retienne qu'à ce jour, ça fait 764 jours depuis que le régime de Kinshasa a abandonné la cité de Bunagana. Il faut souligner que j'ai pris la cité de Bunagana à titre symbolique, étant donné qu'il n'y a pas que la cité de Bunagana qui échappe au contrôle de Kinshasa aujourd'hui. Bunagana est une cité dans le territoire de Rutshuru qui du reste aussi est déjà passé sous le contrôle de M23. Et il faut aussi maintenant aller dans le Massissi, dans le Nyiragongo et Lubero, là où il y a encore des massacres, je crois hier ou avant-hier. 169 jours depuis que le régime nous a mis dans une situation dont on ne sait pas nommer si c'était une élection, une hérédité, putsch, désignation, nous parlons de sécurité. Et c'est très capital. Lorsqu'il y a eu fraude, la fraude peut vous rattraper quel que soit le nombre de jours qui seront déjà écoulés. Moi et vous faisons le calcul. Le mandat de 2019 avait commencé le 24 janvier. Les mandats étant de 5 ans. Posons-nous tous la question autour de cette table. Comment un mandat de 5 ans peut-on assister
à une cérémonie le 20 janvier. Ils ne sont pas là, Nicofa. Est-ce qu'on peut revenir sur le sujet? 696 jours depuis que le compatriote Jean-Marc Kabunda Kabundo est à la prison centrale de Makala, victime de l'intolérance du régime. 109 jours depuis que Judith a été nommée à la tête du gouvernement de Kinshasa et 6 ans plus 19 jours depuis que les Allemands d'Afrique, alors les Congolais, ont oublié les défilés d'indépendance. Pouvez-vous répondre à ma question rapidement? La question de l'Est. Nous devons tous. Pourquoi c'est seul fait ou... C'est toutes ces bouffonneries-là profitent à qui? Tout ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est une résultante de la taxonomie de Kinshasa. C'est Kinshasa qui nous a mis dans tous ces problèmes. On ne connaissait pas le M23 dans ce pays. Depuis 2013. Ils sont allés rester le M23, ils ont logé et par exemple ça devient un problème. Quand par là dans ce pays, on a 50 ans à faire croire que la prétendue diplomatie agissante était d'aller chercher les troupes ougandaises. Vous avez oublié que le régime de Kinshasa a inventé l'alliance avec l'UPDF. Mais cet UPDF quand même a contribué à neutraliser les EDF. Oui, allez-y. Vous dites que l'UPDF a contribué à la neutralisation de qui? Des EDF. Dites-moi les territoires que nous avons récupérés à la suite de vos prétendus alliances. Aujourd'hui, la route Béni-Kassindi est praticable. Auparavant, c'était quasiment impossible. Bon, vous parlez de la route. Oui, il y avait beaucoup d'embuscades des EDF. J'ai dit ceci. Oui. Mais les massacres qui sont soulignés aussi dans le grand du côté de Djougou, Komanda, il y a des massacres. Oui, même à Oicha, bien sûr. Oui, c'est une terre asymétrique. S'il te plaît. Retenez ceci. Dans un match de football, dans la diplomatie, en politique, ce qui compte, c'est le résultat. On n'avait pas tissé de relations avec Kampala seulement pour qu'on construise la route. Est-ce que nous n'avons pas le mot pour construire la route? C'est de même. Alors, vous voyez que non, je vous prends au mot. Vous avez encore signé le contrat avec Kigali pour qu'on construise la cité moderne à $30 000 dans le Nord Kivu. Dans la même logique. C'est suite à vos accords signés secrètement que moi j'estime que c'est ça le problème. Merci Nico Fambika. Alors, John Kabessa, vous êtes de Global News RDC. Et qu'est-ce qui empêche à Washington de faire pression sur le Rwanda de Paul Kagame en fait de retirer ses troupes sur le sol congolais? Ce qui m'a d'abord tiqué ici, je dois préciser que nous sommes dans le contexte du droit international humanitaire. Quand on parle de trêve humanitaire, c'est la cessation des hostilités convenues entre les deux parties pour apporter l'assistance et même le soutien à la population civile qui est soit sinistrée ou mais pendant les 15 premiers jours, il se pose un problème pour rien n'a été apporté pour déplacer les notables du Grand Nord le dénoncer. Pour répondre à votre question, quand on dit trêve humanitaire, il y a même ce qu'on appelle dans les 5 principes ou 7 également humanitaire sur le plan international. On parle de l'impartialité, la neutralité et l'assistance même sur ces. Dans le cas sous examen, on peut que parler d'une trêve humanitaire s'il y a deux aspects. Assistance d'abord nutritionnelle, c'est-à-dire apporter les vivres aux populations. Des médicaments également, oui. Et deuxièmement, il y a ce qu'on appelle l'assistance sanitaire. Oui. Dans le cas sous examen, je n'ai rien trouvé sur le plan probant et pratique, et même on a eu à ramener des soutiens à la population. C'est normal. J'ai vu même la mise au point même de l'OSPC, l'Organisation des sociétés civiles pour la paix au Congo, même ce qui est des notabilités du coin, qui ont dit qu'ils n'ont rien vu en termes d'assistance. Et je me pose la question aujourd'hui, est-ce que vous avez vu en termes des images une assistance venant de l'OMS pour ce qui concerne exactement la santé et presque tout? Vous avez vu le PNID ou également les PAM ramener ces même également, mais d'abord le gouvernement congolais à travers ce ministère des Affaires humanitaires. Oui. J'ai dit non seulement le ministère des Affaires humanitaires, récemment j'ai vu même la ministre des DH, Chantal Mouavita, Chambou, qui a eu au moins soulevé la section, l'apport même sur le plan lié à l'assistance liée aux droits humains pour moniter les cas également de violation. Aujourd'hui,
je me remets en cause pour dire je ne croyais pas d'abord depuis bien avant, on était ici il y a 20 jours passés, que cette trêve pouvait produire exactement des résultats. Pour la simple raison, l'autorité qui a pu au moins ramener la trêve comme étant ce qu'on appelle l'autorité impartiale, diplomatiquement coercitive, les États-Unis, ça pose problème. Pour dire ceci, est-ce que quelque part, je peux répondre, les masques sont tombés pour dire le créateur de cette guerre elle-même, il commence au moins à dire, je me pose la question jusqu'aujourd'hui, par quel mécanisme les États-Unis d'Amérique pouvaient aujourd'hui dire cessation des hostilités ou soit la trêve humanitaire? Il y a silence total des deux côtés. Ni les Nations Unies, ni la SADC. J'essaie un peu de comprendre cette équation. Comment on n'a pas pu respecter la MONUSCO ou les Nations Unies, on respecte les États-Unis pour dire quelque part, voilà le profondeur. Mais il y a une révélation, quand j'analyse, c'est comme si cette trêve ici pouvait permettre au Rwanda de bien passer ces élections. Les gens n'ont pas eu à comprendre cela. Il y a des ramifications. On en a parlé. Pourquoi simplement la semaine dernière, on en a parlé. C'était aussi bénéfique pour Paul Kagame. Voilà. Alors, pourquoi ne pas déclarer carrément le cessez-le-feu sur le terrain? Pourquoi déclarer carrément le cessez-le-feu? C'est aussi l'occasion de parce que l'humanitaire ne suit pas sur le terrain. Voilà, c'est aussi l'occasion de saluer, contrairement à ce qu'a dit Nico, prétendue diplomatie agissante du régime en place. Mais moi, je crois qu'il faudra parler plutôt d'une diplomatie combattue, pas prétendue, mais combattue. Parce qu'on a vu, pour rentrer, la diplomatie exécutive au niveau du gouvernement n'a pas eu à toucher presque les tout, mais on a vu la diplomatie parlementaire avec les bureaux également Vital Kamerhe et professeur Chulumbaï. Nous avons eu à constater, voir les schémas. Kamerhe a fait Montréal. Rapidement, Chitan. Kamerhe a fait Montréal pour dénoncer carrément cette agression avec des termes clairs. Jean Makolo l'a dit ici, Mokolo l'a dit ici exactement. On l'a fait à l'ouverture. Est-ce que c'est suffisant? Et tout. Oui. Attendez, Kamerhe l'a fait au niveau de Montréal et le professeur Chulumba l'a fait au niveau de la SADC. Si vous allez voir, on a compris qu'il faudra accompagner carrément la diplomatie exécutive par la diplomatie parlementaire. Oui, merci. Mais à ce net moment, je veux le dire, avant de requalifier carrément la trêve humanitaire, il faudra évaluer. Je me pose la question. Quelle est l'évaluation pour faire encore 15 jours de C'est par là qu'on devrait commencer. C'est par là qu'on devrait commencer. Ça a été violé, parce que le porte-parole du gouvernement a accusé le Rwanda M23 de ne pas respecter la trêve humanitaire sur le terrain. C'est l'occasion pour nous, les médias, nous faisons des émissions pour dénoncer, de dire la vérité et faire ce qu'on appelle des papiers, des enquêtes, des magazines pour démontrer à la face du monde, voilà la situation actuelle de la RDC. Ce n'est pas une trêve coercitive, ce n'est pas une trêve respectée, mais on veut encore prolonger. On risquerait d'aller 15 encore, après 15 jours, je ne sais pas. Et à qui profite de cette prolongation? Si à qui profite cette prolongation, je l'ai dit ici, peut-être c'était pour les élections au Rwanda, pour que ça puisse se passer dans la quiétude, là où il y a un candidat qui a eu plus de 97%, c'est peut-être aussi, il faudra dire, la guerre est aussi économique. Est-ce que quelque part, ce n'est pas aussi faciliter certains mafieux qui étaient dans le coin, je parle des multinationales, pour essayer d'évacuer carrément leurs produits sourcés? Merci. Soit on a compris qu'il y avait retour des forces armées de la République démocratique du Congo, on a voulu nous distraire. Donc la trêve, d'une certaine mesure, devait être gérée parce que ça pourrait être une distraction. Merci. Alors chacun aura 2 minutes pour qu'on puisse passer au deuxième sujet. J.R. Mokolo, journaliste indépendant puis producteur du magazine École du Changement. Pourquoi ne pas appliquer des sanctions contre les envahisseurs, donc le Rwanda? Bon, permettez-moi rapidement là d'essayer un peu de prendre en charge ce que Nico a dit. Bon, c'est quand même récurrent des comportements congolais. Je me rappelle que nous avions commis, nous tous, là, un péché originel, c'est d'avoir accueilli l'AFDEL comme étant un mouvement de libération. Or, c'était un cheval des droits des envahisseurs. Nous a compris que le chemin dans lequel il s'est embarqué, c'était un mauvais chemin. Il s'est rétracté. Malheureusement, c'était trop tard. Il était pratiquement là, on lui a réglé le compte par ceux qui l'ont accompagné. Malheureusement, nous avions poursuivi dans le même schéma que nous avait rejeté. On a vu les RCD, les MLC, avec le soutien de l'Ouganda et le Rwanda, pratiquement continuer avec le même schéma. Après là, on aura les CNDP avec le même schéma. Et aujourd'hui, nous avons les M23 1 et 2, c'est-à-dire que des Congolais qui se mettent en association avec les étrangers pour couvrir l'agression de leur pays.
Et ça date de septembre 1996, donc 96. Et la même erreur, on croit par exemple que la guerre qui s'est vue au pays, c'est contre un régime. À l'époque, c'était contre le régime de Mobutu. Après, c'était contre le régime de Mouzé. Après, c'était contre le régime de Joseph Kabila. Aujourd'hui, c'est contre le régime de Félix Tshisekedi. Or, c'est le pays qui est attaqué. Maintenant, du côté de ceux qui sont au gouvernement, au lieu, par exemple, de renforcer notre propre armée, nous nous contentons de faire de la diplomatie, de recourir aux étrangers pour qu'ils viennent en tout cas. Il y a plus de 40 000 hommes qui sont en train d'être formés. Voilà. Nous recourons. Et la loi porte la programmation militaire avec plus de milliards nous recourons par an. aux étrangers. Le gouvernement ne dort pas, c'est le rire. Sortir de cette agression, de cette guerre. Or, les étrangers n'ont pas vocation de mourir, on y place les enfants du pays. Alors, répondez à ma question. Oui. Et la question c'était... Pourquoi ne pas appliquer des sanctions contre les envahisseurs, dont les États-Unis qui ont demandé la trêve, la grande puissance mondiale? Le problème, c'est que les Rwandais, nous tous, nous le disons ici, le gouvernement congolais le dit aussi que les Rwandais sont soutenus par des grandes puissances. Quand on cite les grandes puissances, on dit que les États-Unis sont dedans, la Grande-Bretagne et la France. Mais comment est-ce que vous pouvez vous attendre à ce que celui ou ceux qui soutiennent les agresseurs puissent les sanctionner? La meilleure sanction infligée aux agresseurs, ça doit venir de nous-mêmes. Donc c'est préparer plus à l'interne. C'est-à-dire que nous devons nous renforcer militairement pour faire la guerre à ces agresseurs et les bouter dehors de notre territoire national. Merci. Attendre à ce que celui qui soutient les sorciers, donc à sortir de l'envoûtement, je crois que c'est... Donc depuis le man, merci. Alors, Bika, également, vous aurez 2 minutes. Pourquoi l'implication des États-Unis d'Amérique maintenant et pas avant? Je ne souhaiterais pas que vous puissiez revenir par rapport à la guerre des définitions. Non. Alors, si vous dites ça, vous-même, vous contredisez vous-même. Vous avez dit que l'émission a un caractère pédagogique. Non, je prends la définition donnée par John. Si tu estimes que nous sommes agressés, que dirions-nous alors? Il n'estime pas, nous ne sommes même pas s'il te plaît. Tout est défini. La population vous écoute. Tout ce que nous disons. La population terrestre, elle vous écoute. Allez-y. J'ai dit ceci. J'ai commencé par vous dire que la vérité juridique, elle est différente de la vérité sociologique. Je peux vous voler, je peux vous insulter. Et que vous m'amenez par devant la justice, faute par vous de vos allégations, on ne va pas vous donner raison. C'est ça la situation dans laquelle nous nous trouvons. Donc, je reconnais qu'il y a la présence de militaires étrangers, mais aux côtés des Congolais. Mais c'est une agression. Non, ce n'est pas ça l'agression. La vraie agression aujourd'hui qui peut être établie, c'est celle que Moscou est en train de mener en Ukraine. Parce que là, il y a une armée russe qui a franchi, qui combat. Mais dans le cas d'espèce, s'il te plaît, devant les évidences scientifiques, on s'incline. Dès lors qu'il y a des Congolais, en plus, pour moi, on parle de... pour aider, on ne peut pas avoir de meilleurs remèdes si vous ne faites pas de bons diagnostics. Le fait de verser dans le sentiment, c'est pour ça que nous biaisons 5 secondes. Ce qu'il faut reconnaître, qu'on s'accorde, oui. Alors, il y a des mouvements rebelles soutenus. Voici les expressions qui conviennent. Donc, c'est agression et rébellion. Non. Alors, les mouvements... C'est bon. Alors, si vous soutenez l'agression, ça veut dire qu'il n'y a pas de rébellion. Nico, on doit retirer. Nico, on doit parler politique. La rébellion, Nico, on doit parler politique. Il fallait maintenant qu'on commence par définir la rébellion et l'agression. Nico, dans 5 secondes, faut-il rester dans le juridisme ou dans les faits? Pour éviter le juridisme. Pour éviter les verbiages. Parce que la population de l'Est vous... Oui, pour éviter les verbiages, pour éviter le juridisme, que le régime de Kinshasa prenne ses responsabilités, agisse comme un État. Merci. Au lieu de chercher les définitions des concepts, qu'il y ait tout cela. Vous avez vu le comportement de Benjamin Netanyahou. Lorsque Hamas a franchi les frontières israéliennes,
Quelle est la réponse apportée par C'est avec Tel Aviv? les États-Unis. Mais vous, tantôt d'un côté, vous dites que non, votre prétendue diplomatie a amené... on n'a pas vu des points de presse par rapport à la reprise de l'embargo. Nous devons avoir aussi le courage de dire aux Congolais que l'embargo pour lequel vous avez beaucoup parlé, et qu'aujourd'hui, on parle de l'embargo. Ça ne concerne pas le gouvernement. Pardon? Le groupe armé. Alors, John Kabessa, pourquoi l'implication des États-Unis maintenant, pas avant? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Dans une minute, je pense que c'est une émission purement pédagogique. Je répondrai directement. On va aller dans le sujet. On ne va pas tomber dans le juridisme. Mais aidons quand même la population. Si on est dans le juridisme, je l'ai dit, oui ou non, c'est un casus posé maintenant là. Non. C'est un casus. Ce sont des rebelles soutenus par les c'est ça le juridisme. Nous sommes en droit international également public. Définir la rébellion, définir la je dis ceci, il y a oui ou non violation des territoires ou des frontières de la RDC. Oui. Oui ou non, il y a intention. Définir la rébellion et l'agression. Oui ou non, il y a eu violation du territoire congolais. Oui. Oui ou non, il y a eu intention du Rwanda. Oui. Oui ou non, il y a eu identification des troupes. Oui. Donc, il y a un problème qui s'est posé, qui doit être résolu. Dans tout ça, cher Obed, nous avons un instrument important qu'on a appelé exactement le processus de Luanda qui a été signé pour permettre, une fois de plus, il y a eu 3 points essentiels. Peut-être les gens oublient. Le premier point en rapport plutôt, permettez, le premier point en rapport avec également le processus de Luanda, permettez, il y a eu d'abord cessation des hostilités directes. Ça corrobore avec la trêve humanitaire, mais une trêve qui doit finir avec la cessation des hostilités. Deuxième élément, il y a eu cantonnement de troupes de M23. Troisième élément, il y a eu des histoires là. Est-ce qu'on a eu à respecter ces histoires là? Oui, ça inquiète de voir comment ça peut venir des États-Unis d'Amérique. Parce que je comprends aujourd'hui, Nico est en difficulté. Même les gens à la maison ont compris sur ça. Ils vont suivre, ils vont réagir. Pour dire ceci de manière assez directe, les Big Five, qu'on appelle les 5 membres permanents du Conseil de sécurité, ont pu examiner pour condamner les cas de violation des territoires exactement congolais. Maintenant, il se pose la question ici, pourquoi les États-Unis d'Amérique la vitesse supérieure, permettez, la vitesse supérieure, c'est la diplomatie congolaise, qui est la diplomatie combattue, mais pas prétendue, selon Nico, doit activer un lobbying important sur le plan international. Permettez, un lobbying important pour essayer de démontrer à la face du monde, on ne doit pas finir avec des trêves, mais il doit y avoir des sanctions. D'abord, des sanctions juridiques, des sanctions économiques, et même des sanctions du point de vue ciblées pour conditionner l'agresseur à ne plus revenir. Mais la solution dans tout ça, c'est la montée en puissance. On doit doter à l'armée ce qu'il faut pour faire la guerre. On doit évaluer cela. Pour faire la guerre, on veut voir le ministre de la Défense, le ministre des Affaires étrangères, le ministre de l'Intérieur, tout le monde s'est mobilisé pour mettre fin également à cela. On a vu Jacques-Aimé Chabani aller juste au niveau de bornes frontières. Je ne sais pas si Nicolas a suivi pour dire vérifier s'il y a une partie également des frontières reste aujourd'hui une merci. En conclusion, je ne fais pas confiance à cette trêve coercitivement, je dis contestée, venant des États-Unis d'Amérique, parce qu'il y a un bout sur roche. Quand les Américains vous donnent ce qu'il faut aller, il faudra comprendre pourquoi on s'est. On doit parler de la crise au sein de l'UDPS. Le secrétaire général et puis président intérimaire Augustin Kabouya, qui est désavoué par une grande partie des secrétaires nationaux. Il y a une équipe de crise qui a été mise en place hier, qui est coiffée, si mes informations sont bonnes, par Roger Mukendi, qui est l'un des cofondateurs de l'UDPS. Alors, JR, ma première question, quelle analyse faites-vous de la crise au sein de l'UDPS, le parti présidentiel? Oui, je note qu'à l'époque, par exemple, l'UDPS était un parti d'opposition. C'était beaucoup plus le régime en place qui manipulait les uns les autres pour essayer un peu d'affaiblir des partis. Mais aujourd'hui que l'UDPS se retrouve au pouvoir, c'est sûrement une guerre interne de positionnement. Donc le partage de dividendes du pouvoir acquis depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, peut-être n'ont pas été bien partagés, ce qui fait que ceux qui sont frustrés, ceux qui ont été exclus dans ces partages-là dans la mangeoire, ils sont en train de s'agiter pour faire la guerre
à Augustin Kabouya. À l'époque, c'était Jean-Marc Aboud qui avait été victime. Ce n'est pas l'histoire qui se répète au niveau de l'UDPS avec les histoires d'auto-exclusion, mais Kabouya parle, lui, qu'on puisse respecter les résolutions du dernier congrès du parti. Mais à l'époque aussi, Kabound était secrétaire général et était président intérimaire du parti. Ça n'avait pas empêché qu'il soit défenestré, mis de côté, aujourd'hui se retrouve en prison. Il y a beaucoup de gens, je crois, qui voient des mauvais œils l'opulence de Kabouya, la toute-puissance de Kabouya à la tête du parti, qui estime qu'il faut l'affaiblir, il faut le mettre de côté. Il y a sûrement aussi des alliés de l'UDPS dans les régimes, dans les lieux sacrés, qui n'ont peut-être pas apprécié aussi la façon, l'ascendance de Kabouya sur eux. Peut-être qu'il a eu à fermer certaines portes, il a eu à empêcher certains alliés à pouvoir accéder à certains postes de responsabilité. C'est la raison pour laquelle et les aigris du parti et les frustrés de l'Union sacrée sont en train de se coaliser, en tout cas pour faire la guerre à Kabouya. Ça, c'est ma lecture. Vont-ils réussir ou pas? Mais on voit déjà que la fronde est en train, en tout cas, de monter en puissance. Mais la balle se retrouvera, en tout cas, du côté de la haute autorité de référence, l'autorité morale. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est lui. Et pourquoi laisser pourrir les choses comme ça? Bon, d'ailleurs, sur le plan juridique. Non, à l'interne, pas juridique. Non, mais sur le plan juridique, tout n'est pas juridique comme Nico. Il est chef de l'État. Oui, mais à l'interne, il a quand même son parti. Il ne peut pas rentrer dans. Il peut les appeler dans le formel. Bon, apparemment, jusqu'à aujourd'hui, il ne le fait pas. Peut-être qu'il est en train de jouer avec la politique du pourrissement pour voir peut-être, mais après là, rebondir et sortir comme en tout cas les grands sapeurs-pompiers. Alors, dans 30 secondes, pourquoi l'UDPS n'a pas été à mesure de régler ces différends au niveau de l'interne? Est-ce qu'on peut dire que l'UDPS, malgré ce combat de 37 ans dans l'opposition, a vieilli mais n'a pas grandi? Oui, on peut d'une façon ou d'une autre le dire, mais on se rend compte que faire l'opposition, c'est beaucoup plus facile. C'était beaucoup plus facile, mais se frotter à l'exercice du pouvoir, ça semble assez difficile, en tout cas pour les partis, du fait et Tchétski Douamoulou, malheureusement, c'est ce qui arrive. Bon, si le chef de l'État n'intervient pas, je crois qu'ils vont continuer, en tout cas, à se rentrer dedans jusqu'à ce qu'ils vont affaiblir le parti, parce que aujourd'hui, là... C'est de la coutume, hein, avec les Jacques Machabali, qui l'ont connu. Si jamais l'UDPS perd le pouvoir, il risque en tout cas de rejoindre les cimetières politiques. Beaucoup de secrétaires généraux de l'UDPS le connaissent. Comme les MPR, comme le PPR d'aujourd'hui, qui est aussi très affaibli. Merci. Alors, Nicofa Mbikaï, comme l'ANC en Afrique du Sud, le PALU ou le MPR ou même PPRD, l'UDPS est-il au bord de l'implosion? Bon, merci beaucoup. Je n'aimerais pas beaucoup... je ne souhaiterais pas qu'on revienne sur perdre beaucoup de temps sur cette histoire. S'il te plaît, pour l'honneur à tous ceux-là qui nous suivent. Oui. Vous savez, non, j'ai beaucoup critiqué cette histoire-là. Je vous disais que non, c'est une coquille vide, basée sur les antivaleurs, les mouboutistes n'ayant aucune culture textuelle. C'est là où nous en sommes. Ça, ce n'est pas le MPR, c'est l'UDPS. C'est une ramification du MPR. Et vous voyez, aujourd'hui, ce sont les mouboutistes et leurs enfants qui reviennent. Les désordres à l'UDPS a été toujours entretenu par la présidence de ce parti. Entretenu. L'UDPS avait connu la calmie, la sérénité quand il y avait le système de directoire. Le pouvoir était collégial. À l'époque de Bouankem, Liaou, Tshisekedi, Kibasa Maliba, parce qu'ils étaient à 5, ne maintenaient pas rigueur. Mais dès lors qu'on a institué le système de secrétaire général, il y a eu un problème entre le secrétaire général Mpongo, Moulungo, et c'était maintenant la suite des problèmes. Et il y a un autre problème, lorsqu'on a commencé à destituer le secrétaire général Massamba et supprimer les comités nationaux. Des problèmes, une crise morbide à l'époque de Massamba et de Moubaki. Et aujourd'hui, la cacophonie entretenue encore par cette présidence, figurez-vous, parce que c'est pour ça que j'ai dit, il y a une vérité juridique. La vérité juridique, je dis, c'est quoi? On conteste Kabouya. Kabouya n'est pas élu. Kabouya est nommé. À
à la suite d'un congrès qui s'est tenu l'année passée. Or, lorsqu'on a le mandat est de 5 ans, mais en vertu du principe de paralysme des formes et de compétences, n'est pas révoqué que c'est lui qui a nommé. Mais quelle est la signature qui a nommé Kabouya? Mais c'est que de vous qu'on tombe là. Est-ce qu'au sein de cette histoire, il y a un poste de vice-président? Ça n'existe pas. C'est une invention. Lisez le statut de l'UDPS. Est-ce qu'il y a un poste de vice-présidence? Ça n'existe pas. Président intérimaire. Même Président intérimaire. Un président intérimaire. Je dis, oui. Président intérimaire. Et ce qu'on reproche à Kabouya, il a quelle qualité? on reproche à Kabouya de concentrer plus le pouvoir autour de lui. Il est en même temps porte-parole et sujet oui, intérimaire. Vous savez, pour couper court à tout cela. Mais lui nie tout ce grief. S'il te plaît. Oui. Pour couper court à tout cela. Oui. Dès lors qu'on constate qu'il y a médiation, dès lors qu'on constate qu'il y a anarchie, qui doit relever celui qui commet l'anarchie? C'est la signature qu'il avait nommée. Qu'est-ce qui empêche à la signature qu'il avait nommée de le relever de cette fonction? Il parle du dernier congrès. Je dis, mais c'est ça que nous disons, non? Mais là-bas, Dans un congrès, non pas. on n'est pas dans un régime. On doit élire. Ils ne sont pas dans un régime d'élection. Le secrétaire général n'est pas élu. Voilà. Lorsque les premiers sont mauvais, le reste est gâché. La question que nous vous posons, est-ce le secrétaire général de l'UDPS aujourd'hui est-il nommé ou bien élu? Et que faire aujourd'hui? Que faire? Oui. Si la signature... Quelles solutions selon vous? C'est-à-dire, qui l'avait nommé comme secrétaire général? Mais pourquoi il refuse de le relever de ses fonctions? Comment peut-on continuer à ovationner celui qui nomme? Merci. Et on refuse de... Maintenant, on compte celui qu'on a nommé. John Kapessa, quelle pourrait être la voie de sortie pour mettre l'article à 19, cette crise? et vous voyez l'article 19 du statut, l'article 62, je peux même le lire, c'est pour cela que j'avais sollicité pour que vous puissiez comprendre. Parce que venir toujours ici, dans le verbiage, écoutez, c'est de dire. Oui, je lis tranquillement. Article 19. Les congrès se réunissent en session ordinaire et sur convocation du président national, du parti. Toujours le président, pour un mandat de 5 ans. Le premier lundi du mois de décembre, le mandat commence à courir. Les congrès se réunissent à Kinshasa ou à un autre cas. Rapidement. Les congrès est convoqué en session extraordinaire sur ordre du jour précis et à l'initiative du président du parti. Ok. Tout est concentré entre les mains du président. Et c'est un président qui a nommé le secrétaire général. Et s'il estime que, pourquoi cette signature-là, Merci. qu'il avait nommé, hésite de le relever? Vous l'avez déjà évoqué. Merci. Quelle pourrait être la voie de sortie pour mettre fin à cette crise? Parce que l'IDPS serait à bord de l'implosion. Cher Obed, l'émission est pédagogique. Je n'aimerais pas ici qu'on donne l'impression que nous avons un problème avec l'IDPS, et ainsi de suite, mais on doit poser les problèmes clairement. Il se pose un problème qu'on appelle des luttes, carrément des camps au sein du parti. En sciences politiques, on appelle ça la querelle fondatrice en démocratie ou la querelle réformatrice également. Il y a un camp qu'on appelle des radicaux, il y a d'autres des modérés. On essaie un peu, lorsque j'analyse, il y a un problème sérieux lié à l'injustice, on parle de népotisme, injustice, et même on dit, une fois de plus, on reproche un dysfonctionnement du parti de l'IDPS par les camps Etienne Longondo et consorts. Comme étant c'est l'exécutif, le secrétaire il y a déjà une crise, il y a un comité de crise. J'ai dit, le comité de crise, comme étant il y a un secrétariat mais non reconnu par Kabila. Il y a les CDP, la Convention démocratique et tout. À côté, il y a des secrétaires nationaux qui se sont arrangés ou souhaitent ranger ou aligner derrière Etienne Longondo. Un autre groupe de gens qui réitèrent leur soutien à Kabouya. Voyez un peu le problème. Mais ils seraient minoritaires. Hein? Maintenant, ils seraient minoritaires. Ceux qui sont derrière Kabouya, pour l'instant. Face à cette crise, je l'ai dit, je rappelle Nico, je pensais qu'il pouvait préciser les faits en lisant les statuts, mais il s'est embrayé carrément, il s'est embourbé. Il y a eu carrément ce qu'on appelle le congrès extraordinaire qui a eu lieu au mois de décembre 2023. Le congrès a examiné la question liée au fonctionnement du parti et la présidence, la candidature du président actuel. Comme il y a eu ce qu'on appelle congrès extraordinaire, on doit convoquer un autre congrès. Mais la personne qui doit convoquer le congrès, c'est le secrétaire général actuel.
Parce que le président du parti, le président national, entre guillemets, il y a une compatibilité. Il y a une compatibilité. Mais il se pose un problème lié à la notion de ce qu'on appelle les présidents intérimaires, AI. Voilà là où se pose encore un autre problème. Parce que ce n'est pas statutaire. Pour sortir carrément de la crise, je pense très bien que les deux partis sont appelés à ce qu'on appelle une paix des braves. C'est-à-dire se retrouver, remettre l'IDPS dans le principe de ce qu'on appelle les valeurs des 13 parlementaires, les pères fondateurs, qui est la non-violence, la lutte également démocratique. Les sales, c'est la famille. Oui, les sales, c'est la famille. Je chute exactement pour ma réflexion pour dire ceci, il faudra que la paix revienne, la paix des braves, appeler toutes les parties, parce qu'à ce net moment, on n'a pas besoin de cette... Mais c'est comme si les carottes sont déjà cuites. Les carottes sont cuites, je l'ai dit. La voie de la raison sera connue, il faudra intervenir pour essayer d'éviter les baies de sang ou l'affrontement entre les deux camps. Mais ce qu'il faudra, on attend de l'IDPS de bonnes propositions qui pourraient accompagner les mandats du chef de l'État. Est-ce que ça peut affecter le fonctionnement du... Oui, ça peut affecter parce qu'on a un parti qui semblerait être maintenant divisé au lieu de faire ce qu'on appelle front commun pour accompagner les chefs de l'État, parce qu'on a besoin de propositions pour essayer de voir les 6 engagements du chef de l'État, les principes directeurs et même les axes prioritaires. Je pense très bien que je n'ai pas été assez dur comme Nicolas l'a fait. Merci. Je pense au moins la vérité devait éclater. Merci. On est à la fin de l'émission. On doit dépassionner les débats. Merci. Et donner la vérité également à ceux qui nous suivent. John Kabessa, dans 10 secondes, qu'est-ce que Kabouya n'a pas pu faire, qu'il aurait dû faire pour éviter d'arriver à ce stade aujourd'hui? Qu'est-ce qui lui a manqué? On note peut-être... À l'interne. En interne, on note peut-être le manque d'esprit d'écoute, parce que les autres voulaient aussi se faire écouter sur ces. Deuxième élément, on reproche carrément au secrétaire général d'avoir concentré tous les pouvoirs, de ne pas donner ce qu'il fallait. Au sein du parti, on dit également on n'a pas réparti comme il fallait ce qu'on appelle recommander ou payer la lutte de certains également camarades. Merci. Qui ont lutté pendant 20-30 ans, qui ne se retrouvent pas, mais il y a des nouveaux des partis qui se... Il y a un autre problème, on dit les partis est fragilisé en province. L'IDPS n'a plus ce qu'on appelle l'impact. Or, c'est le parti au pouvoir. Hein? Le parti au pouvoir. Voilà un peu le fait qu'on reproche à Kabouya. J'analyse ici librement comme un décrypteur de la société pour ne pas aller dans des inconsidérations. Mais il a encore la bénédiction du président du parti. Il se pose maintenant un problème. À ce net moment, je l'ai dit, seul le président de la République peut mettre les choses en ordre, interpeller les deux. Et il a quand même un bilan élogieux par rapport à la moisson. On appelle aussi à la pacification ou carrément aux bons offices. Il a eu plus de 150 députés. 150 députés, mais ça va fragiliser l'IDPS même au Parlement, dans les institutions. On veut la paix des braves, qu'on accompagne. Les mandats du chef de l'État, c'est inconcevable de voir le même pouvoir ou le même parti dans l'opposition, le même parti carrément dans la majorité. Merci. J.R. on a la fête de l'émission dans 30 secondes, rapidement. Bon, moi, j'estime que la balle se trouve en tout cas dans le cas du chef de l'État qui est le chef de ce parti-là. Mais il peut tout simplement, par exemple, s'il estime que les tiraillements entre les deux camps, en tout cas, affaiblissent sa famille politique, il peut même donner un mot d'ordre. Il peut même décider, appeler Kabouya et dire, bon, comme tu es contesté, tu démissionnes, par exemple. Il peut, par exemple, appeler les contestatifs et dire, bon, arrêtez la contestation. Comme avait recommandé le patriarche Jonas Mukamba Kadeta Nzemba, que c'est le seul chef de l'État qui est l'autorité, la haute autorité de référence du parti qui peut siffler cette récréation-là, qui fragilise en tout cas sa famille politique, l'UDPS. Sinon, on risque d'aller dans ce sens-là. Et puis, les adversaires de l'UDPS sont nombreux, et dans l'opposition, et même dans l'Union sacrée, ils risquent de manipuler les uns et les autres. Et dans les jours qui viennent, en tout cas, ces partis-là risquent en tout cas d'être méconnaissables. Et quand le frondeur demande aussi à Maman Marthe de désavouer également Kabouya, que dites-vous? Bon, Maman Marthe, c'est la maman de tout le monde au sein du parti. Je crois que ce sera en tout cas trop lui demander que de pouvoir choisir un camp contre un autre. Ça va être en tout cas difficile, en tout cas, de lui demander de jouer ce rôle-là. Merci. Nicolas Faye, on a la fin de l'émission, vous avez 30 secondes. On a la fin de l'émission. Moi, je me suis battu pour l'état des droits. Et la démocratie, on ne peut pas prétendre parler d'état des droits sans évoquer les textes. Mais curieusement, sur le plateau, ceux-là qui évoquent les textes sont appelés ignorants, et ceux-là qui n'évoquent pas les textes, qui parlent de ceux qui ne peuvent donner les textes, prétendent connaître. Bon, écoutez, c'est le Mobutisme sans Mobutu.
Alors, qu'est-ce que nous disons? Qu'est-ce que nous disons? Merci. C'est vrai, tout ce que Jean Romance a dit, il n'a pas tout ce que j'ai dit, mais en d'autres termes. Le pouvoir à l'UDPS est concentré entre les mains d'un seul homme. Non, on a dit c'est la base qui décide là-bas. Non, ça c'est la base a dit si elle conteste quelqu'un, c'est fini. S'il te plaît. Et Genève l'a démontré. S'il te plaît. Oui. Vous dites, c'est que vous pensez, non? Mais moi j'ai voulu l'article 62 des statuts. Bon, entre les statuts. Bon, c'est la pyramide renversée. Je l'ai lu. Les frondeurs remis. J'ai dit ceci. Je l'ai lu par la base qui dit. Je sais que vous, le Mobutis et les enfants, vous n'avez aucune culture de texte. Mais néanmoins, moi, je lis les textes. Si vous voulez continuer dans votre anarchie, si vous voulez continuer dans votre anarchie légendaire, bon, moi je ne suis pas là-bas. Le mandat, vous savez c'est quoi? Ici, Kabouya a été nommé. Vous l'aviez déjà dit. Non, mais écoutez. Oui, on a fait l'émission. En vertu de on a fait l'émission. Merci. Retrouvez cette émission. Nous disons, non, j'ai dit merci à J.R. Mokolo, journaliste indépendant, puis John Kabessa de Global News RDC, puis Nico Faye de combattant.net. Et nous disons également merci à notre frère Michael qui les coulisses qui nous aident toujours à préparer cette émission. Retrouvez cette émission à rediffusion dimanche à 18h40, mais également elle va passer sur Digital Congo FM sur 6.5 samedi et dimanche. Je vous retrouve prochainement avec le même plaisir de vous présenter cette belle émission. Bonne journée chez vous, accompagné de votre chaîne.